continuité des thématiques déjà abordées, nous allons voir ensemble un autre aspect qui est tout aussi important, le stress, l'irritabilité et les troubles du sommeil. Comme vous savez tous et toutes, le mois de Ramadan vient non seulement avec ses vertus, ses bienfaits, mais aussi avec des changements de routine, des changements de mode de vie, ce qu'on appelle les changements de rythmes sociaux. Ces modifications peuvent entraîner un décalage du rythme. Ces modifications peuvent entraîner un décalage du cycle veille-sommeil, ce qui pourrait déclencher une réaction de stress, de l'irritabilité, et ces symptômes vont à leur tour aggraver les troubles du sommeil, ce qui va créer un cercle vicieux qui peut impacter de manière importante les sujets vulnérables. J'aimerais partager avec vous cette revue systématique récemment publiée en décembre 2025 qui a pour objectif l'évaluation de l'effet du jeûne du Ramadan sur la cognition, la qualité de sommeil et la santé mentale. Les résultats principaux sont revenus positifs. Vous remarquez qu'on a une amélioration de plus de 60% des cas de dépression, d'anxiété, de stress et de bien-être psychologique. Et c'est grâce à l'aspect spirituel et à la cohésion sociale. Néanmoins, plus de 50% de ces études ont rapporté une altération de la qualité de sommeil. Pour mieux comprendre ceci, je vous invite à revoir avec moi les modifications induites par le mois de Ramadan. Donc, on a une alimentation qui est nocturne, iftar, suhour et soirée avec du sucre et des desserts. Une augmentation de l'activité nocturne, notamment la prière, une augmentation de l'exposition à la lumière nocturne et aux écrans, les fameuses soirées devant la télé, et une sédentarité. Donc, après le tour, généralement, on a une somnolence, une fatigue qui s'installe, on s'allonge sur le canapé, devant la télé, et tout ça va perturber les rythmes sociaux. Pour mieux expliquer, alors pour avoir un bon sommeil, on a besoin de deux horloges. L'horloge interne qui se situe au niveau de l'hypothalamus et une horloge périphérique. Et cette horloge périphérique, justement, c'est les rythmes sociaux et l'exposition à la lumière. On appelle ça les synchroniseurs. Donc, on dort du mois de Ramadan, on a 3 repas par jour, ça change. Donc, on a iftar et suhour. On a des horaires de travail administratif qui sont modifiés et des horaires de loisirs. Généralement, on sort la journée, on a des relations sociales importantes, mais durant le mois de Ramadan, on décale tout ça en soirée. Et ces modifications des synchroniseurs vont influencer l'horloge interne et ça va créer une désynchronisation entre l'horloge centrale et l'horloge périphérique, ce qui va donner et expliquer l'altération du sommeil. Selon les études, les motifs ou les symptômes les plus fréquemment retrouvés, on a l'insomnie, qui est une difficulté d'endormissement de maintenir son sommeil avec un retentissement diurne. On a la somnolence diurne, qui est expliquée par une tendance excessive à s'endormir ou fournir des efforts pour lutter contre le sommeil dans des situations d'éveil. Ensuite, on a les troubles circadiens, c'est-à-dire on a un décalage entre l'horloge interne et les horaires de vie réelle. Et on voit ça souvent chez les jeunes, comme chez les adolescents. Ils ont tendance à dormir après le soir et se réveiller au moment de l'iftar. Alors, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse concernant un rappel neurophysiologique du stade de sommeil. Donc, pour mieux dormir, on a besoin d'environ 4 à 5 cycles du sommeil. Le cycle dure environ 90 minutes, comme un match de football, jusqu'à 120 minutes. Ce qui est important à connaître, c'est que ce cycle est constitué de 75% de sommeil lent. Ce sommeil sert à recharger nos batteries, une régénération énergétique. Et le plus important, c'est le sommeil paradoxal. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que les études ont montré que c'est justement ce stade-là, le sommeil paradoxal, qui est fréquemment perturbé durant le mois sacré. Le rôle du sommeil paradoxal, c'est une consolidation physique et une régulation émotionnelle. Donc, si durant le mois de Ramadan, on a une perturbation de ce sommeil paradoxal, on va avoir une dysrégulation émotionnelle et ça va nous mettre dans un cercle vicieux de stress et irritabilité.
Donc, il dit privation de sommeil, dit activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, augmentation de cortisol, activation de système sympathique. Et ça va nous donner le stress et l'irritabilité qui vont renforcer ce cercle vicieux. Donc, c'est une boucle auto-entretenue. J'aimerais vous parler d'une expression populaire. Ils disent de remboursement, c'est pas sien, mais c'est l'irritabilité, qui est définie par une définition, alors c'est une baisse du seuil de la tolérance à la frustration, à la contrariété, avec des réactions émotionnelles excessives par rapport au stimuli. Ce symptôme, il est largement retrouvé et marqué durant le mois sacré, parce qu'il est aggravé par des facteurs métaboliques comme l'hypoglycémie et la déshydratation, l'activation de l'axe de stress, comme je viens de le dire, et la privation de sommeil. Sur le plan clinique, c'est des gens généralement qui ont les nerfs à vif, ils manquent de patience, les discussions s'enflamment rapidement avec ces gens, et ça va entraîner des conflits, que ce soit au niveau familial ou professionnel. Sur le plan cognitif, l'irritabilité va donner des difficultés de concentration et d'attention, et ça peut être accompagné avec des signes somatiques comme les signes de stress, les céphalées de tension, la fatigue et les palpitations. Et ça va aggraver encore une fois les troubles du sommeil. Alors, j'aimerais attirer votre attention que chez le sujet sain, la privation de sommeil peut être tolérée, peut créer un déséquilibre temporaire. Néanmoins, chez un sujet vulnérable, stress, privation de sommeil et terrain vulnérable, ça peut entraîner une décompensation psychiatrique, parce que c'est ma spécialité, complications somatiques et des accidents professionnels importants. Alors, les sujets vulnérables en médecine de travail, c'est généralement les travailleurs postés ou les travailleurs de nuit, les métiers à responsabilité sécuritaire. Les patients avec des antécédents psychiatriques, je cite un exemple, les patients suivis pour un trouble bipolaire. Chez nous, dans le cas du trouble bipolaire, le sommeil constitue comme un thermomètre de l'équilibre des patients. Donc, si on a un bon traitement, une bonne hygiène de vie, une maîtrise du stress et du sommeil, le patient risque va rester en eutynie. Ni va virer vers l'accès maniaque, ni vers l'accès dépressif. D'ailleurs, on prépare nos patients. On a des patients bipolaires qui ont décidé de faire le carême. Donc, on les prépare en faisant une bonne psychoéducation par rapport à ça. Je cite aussi les sujets âgés, les diabétiques, hypertendus et les épileptiques. On connaît tous les crises convulsives par privation de sommeil et les consommateurs excessifs de caféine ou du tabac. Et ça a été présenté, et le tabac, on va avoir toute une communication sur ça. Alors, les conséquences. Cette étude a montré que, comme elle vient de dire les oratrices avant moi, donc on a des complications cardiovasculaires, plus de risques de développer de l'HTA, de l'AVC, des complications métaboliques, à savoir une augmentation de la résistance à l'insuline, du diabète, mais aussi un impact neuropsychiatrique. Donc on a plus de risques d'avoir des symptômes dépressifs, plus de risques d'avoir de l'anxiété et des troubles attentionnels. La question qui se pose maintenant, oui, mais après combien de temps la privation de sommeil va être claire cliniquement? Alors, chez le sujet sain, après 24 heures ou 48 heures, on peut avoir des troubles cognitifs, de l'irritabilité, mais il faut savoir, si on se prive du sommeil jusqu'à 72 heures, on risque d'avoir des hallucinations. Cette étude, je vous ai collecté 3 études brièvement pour dire que après une privation de 24 heures d'éveil, c'est-à-dire une nuit blanche, on peut avoir un ralentissement du temps de réaction, une diminution de la coordination, une altération de l'attention, ce qui est comparable à une alcoolémie d'environ 0,10%. Et vous pouvez imaginer les conséquences au milieu de travail ou au milieu de garde. Le diabète, après, si on cumule des dettes de sommeil durant une semaine, on a plus de risques d'augmenter plus de risques d'avoir une insulino-résistance. Troisièmement, si encore on prolonge cette privation de sommeil et ces dettes de sommeil, on a un risque de déficit cognitif et affectif progressif, même si les sujets ne se plaignent pas et ne sont pas conscients. Maintenant, quels sont les signes alarmants?
Donc tout ce qui est symptômes somatiques, ça a été bien expliqué. En psychiatrie, beaucoup plus, c'est les patients qui sont stabilisés, par exemple, ils ont des dépressions ou des troubles anxieux. On peut remarquer une exacerbation de ces symptômes avec des risques comme les idées suicidaires. En médecine de travail, par contre, les signes d'alerte sont l'endormissement involontaire au poste, la somnolence sévère au volant, la baisse brutale de la vigilance, les erreurs répétées et les accidents à la fatigue. Il faut savoir qu'on a des échelles, l'agenda de sommeil, ou bien l'échelle des poids, qui est un questionnaire simple, fait de 8 questions, avec lequel on peut évaluer vraiment le retentissement de la privation de sommeil au niveau du travail ou dans la vie de tous les jours. Les recommandations, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Je vais insister sur la sensibilisation et la psychoéducation à l'hygiène du sommeil et du stress pendant le ramadan. Donc, le but, c'est de former et d'informer nos patients. Il faut avoir soigné son environnement. Donc, une chambre à bonne température, calme, sombre, avec des rideaux opaques s'il le faut. Dormir et se coucher à des heures fixes. S'il le faut, on peut faire des micro-siestes de 15 minutes, max 20 minutes, pour régénérer un petit peu, se régénérer un petit peu et pouvoir continuer de travailler la journée. S'éloigner des écrans, surtout les gens qui souffrent d'addiction aux écrans, donc s'éloigner des écrans au moins 60 minutes avant le coucher. Une alimentation équilibrée, ça va être bien détaillé par la communication qui s'ensuit, et éviter les excitants le soir, comme le café et le thé. Une activité physique légère, modérée et à conseiller, surtout après le football. Il est nécessaire donc de dépister et d'identifier les patients à risque en évaluant la qualité et la durée de leur sommeil, d'être vigilant par rapport aux signes de somnolence et de l'irritabilité, et bien sûr surveiller les groupes à risque. Pour finir, le problème, ce n'est pas le ramadan, le problème, c'est les dettes de sommeil, le stress associé, le terrain vulnérable, et la clé est simple, c'est avoir des bonnes règles d'hygiène du sommeil, une alimentation équilibrée et une gestion adaptée du stress. Et je vous remercie.